Sur la scène internationale, quelle actualité, quel domaine a retenu votre attention? On peut parler dans de très nombreux domaines. J'en retiendrai deux. C'est une espèce de couple, un couple haine-amour, j'ai l'impression, psychiatrique. C'est entre Donald Trump et Kim Jong-un. On a eu l'impression, il y a encore un mois, que la planète était au bord de la guerre nucléaire, puisque Donald Trump tenait les propos les plus martiaux, les plus guerriers contre le chef de la Corée du Nord, contre le grand leader Kim Jong-un, de cette dynastie communiste qui a été créée par Kim Il-sung. Et puis voici que depuis quelques jours, d'un seul coup, c'est une embellie générale. Une embellie générale qui, d'ailleurs, me semble-t-il, témoigne plutôt en faveur de la grande intelligence politique de Kim Jong-un. Kim Jong-un, c'est ce leader qui a 31 ou 32 ans, ce leader de Corée du Nord, qui n'a jamais été élu par personne, ou plus exactement qui a été élu dans des conditions où la démocratie ne trouve pas son compte. Kim Jong-un, qui est à la tête d'un régime quand même extrêmement de surveillance et extrêmement policier. Kim Jong-un, qui est suspecté d'avoir liquidé son oncle, son demi-frère à l'aéroport de Kuala Lumpur, etc., c'est-à-dire pour le moins une justice expéditive. Kim Jong-un, qui a été présenté comme une espèce de demi-dément qui faisait des tirs de missiles nucléaires qui risquaient d'enflammer la planète entière. Mais en définitive, on a l'impression que le type est pas si bête que ça, il n'est pas fou du tout. Et encore, je dis pas ça parce que je suis favorable ou défavorable à ce régime, bien entendu. J'essaie d'être objectif. Ce que je vois, c'est qu'il a imposé le statut de puissance nucléaire à la Corée du Nord. Et il l'a imposé notamment à un pays comme les États-Unis d'Amérique ou à la communauté internationale, entre guillemets, qui prétendait le lui refuser. Et j'ai toujours personnellement un petit problème en termes logiques. C'est quand même, il est assez extraordinaire qu'un pays comme les États-Unis d'Amérique, qui est le pays qui possède le plus d'armes nucléaires au monde, prétende prendre des postures morales et de droit en interdisant aux autres d'avoir les mêmes armes que celles qu'il possède lui-même. Quand même un deux poids deux mesures assez incroyable. Mais ce qui est très intéressant, c'est que Kim Jong-un, après donc avoir imposé la qualité de puissance nucléaire à la Corée du Nord, eh bien alors, à la surprise générale, a pris contact avec ses homologues du Sud, de la Corée du Sud, a proposé qu'ils participent ensemble aux Jeux Olympiques qui vont avoir lieu. Ce qui va d'ailleurs, il va y avoir les Jeux Olympiques d'hiver qui vont se tenir en Corée du Sud. Et donc on apprenait ces jours-ci, hier je crois, ou avant-hier, qu'il va y avoir un défilé des deux équipes Corée du Nord et Corée du Sud, l'une après l'autre aux Jeux Olympiques d'hiver, et même, si j'ai bien compris, dans une discipline, le hockey sur glace féminin, c'est quand même incroyable. En termes symboliques, c'est très très fort. Il ne va y avoir qu'une seule équipe coréenne, avec des joueuses de hockey sur glace féminine, donc des joueuses nord-coréennes et sud-coréennes qui vont former une seule et même équipe. Alors évidemment, certains vont dire que c'est que ça, mais c'est mal connaître, un, la diplomatie, de façon générale, et deux, de façon plus particulière, les pays d'Extrême-Orient, où tout est pesé, examiné dans le plus grand des détails. C'est un univers de signes, etc., etc. Donc c'est quelque chose d'important ce qui vient de se passer. On assiste à un réchauffement diplomatique très incroyable, très spectaculaire entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Et du coup, Donald Trump est pris un peu à contre-pied. Et Donald Trump donc le président des États-Unis, a fait lui-même des déclarations assez incroyables, du style, il pense que s'il le rencontrait Kim Jong-un, il pense qu'il pourrait très bien s'entendre avec Kim Jong-un. Donc d'un seul coup, cette tension internationale considérable qui avait culminé il y a quelques mois, on est en train de la voir s'effondrer. Tout le monde ne peut que s'en réjouir, parce que moi je suis pour la paix du monde. Il n'est pas exclu d'ailleurs, tout peut arriver dans ce bas monde, il n'est pas du tout exclu que l'on voit peut-être avant la fin de l'année, je pensais par exemple à la session de l'Organisation des Nations Unies qui va redémarrer en septembre de chaque année, donc peut-être l'Assemblée Générale où il y a les dirigeants de tous les pays du monde qui défilent, qui sait, peut-être on va s'arranger pour que dans un couloir, Donald Trump, le président des États-Unis, rencontre Kim Jong-un qui aurait fait le déplacement et qui se serre la main et qui s'échange 3 mots. C'est possible. C'est sans doute pas encore prévu, mais c'est possible. Moi, j'ai vu maintenant que commence
avoir de l'expérience, je me rappelle que dans les années 60, il n'y avait pas plus ennemis réconciliables que les États-Unis d'Amérique et la République populaire de Chine. C'était les ennemis les plus terribles qui soient. Enfin, notamment, ça avait culminé au moment de la grande révolution culturelle prolétarienne en Chine, mais il y avait vraiment une animosité colossale. C'était tellement vrai que les États-Unis interdisaient aux pays qui appartenaient à leur sphère d'influence de reconnaître la République populaire de Chine. C'était justement cet interdit que Charles de Gaulle avait bravé et brisé en 1964 en reconnaissant la Chine populaire de Mao Tse-tung. Mais donc on était dans une espèce de conflit terrible. Et puis, moi je me rappelle, en 1971, on avait appris, comme ça d'un seul coup, à la stupéfaction du monde entier, eh bien que Richard Nixon était allé rendre visite à Mao Tse-tung. Le président des États-Unis rencontrait le président Mao Tse-tung de République populaire de Chine. Et à partir de ce moment-là, les relations sino-américaines étaient devenues tout à fait pas satisfaisantes, mais correctes, disons. Elles étaient correctes. Ça n'avait plus rien à voir avec ce qui était ensuite. Et je me rappelle que les gens avaient été sidérés d'un tel revirement. Peut-être que c'est un truc comme ça qui se passera dans les semaines ou les mois, ou peut-être à la fin de l'année, je disais à l'ONU, ou peut-être l'année prochaine, ou dans 2 ans, ou peut-être pas. J'en sais rien. Je ne suis pas dans le secret des dossiers, ni dans le secret des têtes. Mais peut-être que ça pourrait arriver. En attendant, eh bien, je redis ce que j'avais déjà dit plusieurs fois. La diplomatie française serait bien avisée de reconnaître officiellement la République populaire démocratique de Corée, c'est-à-dire la Corée du Nord. Je rappelle que parmi les 28 pays membres de l'Union européenne, il n'y en a que 2, l'Estonie et la France, qui ne reconnaissent pas diplomatiquement la République populaire démocratique de Corée. Et reconnaître diplomatiquement, ça ne veut pas dire approuver. L'Allemagne, l'Italie ont des ambassades à Pyongyang. C'est pas que Madame Merkel ou que le président du Conseil italien sont des suppôts du régime nord-coréen. C'est simplement qu'ils considèrent qu'il doit y avoir des relations diplomatiques, puisque normalement, sur la scène internationale, les États ne reconnaissent pas les régimes, ils reconnaissent l'existence des États. Voilà. Je crois que la France gagnerait à faire comme les autres, à reconnaître la République populaire démocratique de Corée. Sinon, ce qui risque de se passer un jour, peut-être pas demain, peut-être après-demain, c'est que finalement il y a une ouverture commerciale de la République populaire démocratique de Corée, et puis que la France, encore une fois, d'un don de la farce, se verra passer sous le nez les entreprises américaines qui feront des affaires avec la Corée du Nord. Pourquoi pas, que c'est d'ailleurs actuellement le cas. Tous les dirigeants nord-coréens circulent en Mercedes et l'Allemagne vend plein de produits à la Corée du Nord. Voilà ce que je voulais dire sur ce sujet.